des relations entre la France et ses anciennes colonies des antipodes. Alors j'ai mis en sous-titre des intérêts réciproques. J'avais hésité à en mettre un autre qui était « Je t'aime, moi non plus ». Il y a quelques années, l'historien canadien Eric Jennings a suscité une grande controverse par ce livre au titre provocateur « La France libre fut africaine ». Il avait écrit ça, naturellement, bien avant que Emmanuel Macron vienne nous dire que la France a une part d'Afrique en elle. Et pourtant, ce livre est absolument passionnant et reflète bien la vérité. Mais Eric Jennings aurait pu très bien dire que la France libre était aussi océanienne, parce que les premiers ralliements à De Gaulle, ils se sont faits dans le Pacifique. Nouvelle-Hébride, Polynésie, et ensuite la Nouvelle-Calédonie. Et le général De Gaulle, dans ses mémoires, avait parlé de bonnes nouvelles venues d'ailleurs. Bon, l'Océanie, c'est ailleurs. Et en tout cas, c'est dessiné alors entre le général De Gaulle et les territoires du Pacifique, ou les populations du Pacifique, des liens qui ont été très forts. Et le général De Gaulle, lors de sa traversée du désert, alors expression curieuse pour exprimer que pendant une certaine période, il s'est baladé à travers le monde en bateau. Donc c'est une curieuse traversée du désert. Mais donc il vient visiter notamment la Polynésie en 1956 et il y fait un discours fort remarquable. Et je me suis naturellement amusé, en prenant un texte de De Gaulle, à faire un clin d'œil à François Mitterrand et aux forces de l'esprit. Mais lisons un peu ce texte absolument extraordinaire de Gaulle en 1956. Vous l'imaginez place Tarahoy à Papeete, devant la foule, avec ce discours. Alors je ne vais pas imiter naturellement son discours, sa voix, mais je pourrais peut-être le faire. Mais Tahiti, quand la France roulait à l'abîme, Tahiti n'a pas cessé de croire en elle. Vous étiez dans cet océan aux antipodes de moi-même, qui me trouvait comme un naufragé du désastre sur le rivage de l'Angleterre. Et en même temps, vous tous et moi, nous avons pensé, nous avons voulu la même chose, c'est-à-dire que la France ne devait pas être serve, humiliée, honteuse, mais qu'il fallait lutter pour sa libération, pour sa victoire et pour sa grandeur. Bon, dans les discours du général De Gaulle, on cite assez peu souvent celui-là, mais il est vraiment, je trouve, assez extraordinaire. Alors, donc, du coup, des liens se sont établis très fortement entre, notamment la Polynésie et la France, ou entre De Gaulle et la France, mais vous savez que De Gaulle et la France, c'est aussi à peu près la même chose. Alors, il y a quelques années, dans un colloque, le professeur Guy Agnel de Nouvelle-Calédonie, avec force détails et force gestes, avait donné cette image, et il disait « L'image qui paraît le mieux illustrer l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est ludique, celle d'un yo-yo. » Et donc, à côté, si vous voulez, du texte du général de Gaulle, qui parle de cette espèce de symbiose entre lui et les Océaniens, il y a la réalité qui est celle des statuts qui ont été donnés à nos territoires. Alors, cette image du yo-yo, bon, c'est-à-dire la France donne un statut avancé, puis revient en arrière, etc. L'illustration est valable aussi, mais à un degré moindre, pour la Polynésie française. Alors, le président Temaru, lui, il avait eu en 2009 une image beaucoup plus tonitruante. Il avait dit, oui, c'est la laisse. Une laisse, on la laisse partir un peu plus, ou au contraire, on la rétrécit, selon les circonstances, selon l'humeur de celui qui dirige. Bon. Alors en fait, derrière ces statuts qui vont, qui viennent, il y a quelque chose sans doute qui explique les mouvements, ce sont les données stratégiques. Alors, par exemple, en 1946, le maréchal Juin fait une étude et il dit ceci. Alors, après-guerre, le territoire métropolitain, dont les couvertures naturelles n'ont cessé de perdre de leur valeur au cours de ces dernières années, devant les progrès des moteurs et l'allongement des trajectoires, eh bien, le territoire métropolitain
n'est plus une garantie de survie de la nation. Bon. Autrement dit, si une nouvelle guerre éclate, ce n'est pas à Londres qu'il faudra se réfugier, mais beaucoup plus loin encore. Et les comités de défense donc, travaillent dans cette optique, et quelques années plus tard, en 1949, le comité de défense souligna que les tomes représentent pour la France un élément de force et de continuité particulièrement important. Ce qui a encore trouvé une traduction un peu plus forte donc l'année suivante avec Georges Bidault, qui dit « La France ne peut consentir à abandonner un morceau de son héritage, sans quoi tout l'héritage risquerait d'être perdu. » Donc il ne fallait céder nulle part, afin d'éviter donc la théorie des dominos. C'est-à-dire que, quand même, réfléchissons un petit peu. Après la guerre, il y a eu l'ONU, il y a eu la volonté de décolonisation. Alors, on est en pleine émergence, si vous voulez, du phénomène de décolonisation, et en même temps, la France ne peut consentir à abandonner un morceau de son héritage. Alors, quelque temps après, le général de Gaulle revient au pouvoir, et le général de Gaulle, il est connu pour son œuvre de décolonisation. Oui, mais, quelques jours avant le référendum de 1958, Michel Debré vient au Conseil d'État et il explique la chose suivante. La Calédonie, Tahiti, la Somalie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les Comores peuvent et doivent se diriger vers le statut qui les intègre à la République, c'est-à-dire qui les maintient dans leur statut actuel. Et naturellement, j'ai souligné, doivent. Autrement dit, vérité en Afrique, erreur au-delà. Alors certes, le général et ses principaux collaborateurs ont essayé d'habiller tout cela en disant ben oui, mais ça n'a rien à voir avec les grands pays africains, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de peuple en Calédonie, il n'y a pas de peuple en Polynésie, et ce qui existe, bien, c'est la France qui l'a fait. Bon, ça, ce sont naturellement, c'est l'habillage. Mais, comme beaucoup d'entre vous savent que j'ai eu l'occasion exceptionnelle de pouvoir aller dans des archives que peu de gens ont l'occasion de pouvoir lire, notamment les archives de la Défense nationale, et notamment les fameux comités de défense, qui sont vraiment le secret des secrets, eh bien, j'ai trouvé un concept du général de Gaulle qui est très peu connu, parce qu'il ne figure que dans des notes secrètes, qui est la notion de France dispersée. Alors, je vais vous en lire une, mais il l'a répété à plusieurs autres reprises. L'existence de terres françaises situées au plus loin des océans, peu sensibles à n'importe quel coup, nous met à même de résister. Ainsi, grâce à la dispersion, surviendrait l'élément grâce auquel le pays pourrait reprendre une première consistance. Et on a un certain nombre d'éléments qui montrent que le général envisageait, par exemple, que, effectivement, en cas de conflit mondial, de guerre nucléaire, eh bien, il pourrait compter sur la Calédonie, la Polynésie, à partir desquelles on pourrait reconstituer la France. Alors, toujours dans le domaine du nucléaire. Alors, parmi les réunions donc, de défense nationale auxquelles j'ai eu accès, il y en a une extraordinaire, c'est le 12 novembre 1958. Alors, 12 novembre 1958, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au Sahara, ça fait à peine un an qu'on fait des travaux pour faire les essais. Il faudra attendre encore 2 ans et demi pour qu'on fasse le premier essai. Discussion. Alors, est-ce que... Bon, le général de Gaulle était revenu sur le thème de la grandeur. Alors, est-ce qu'on aura une arme nucléaire suffisante pour qu'elle soit crédible et pour assurer la grandeur de la France? Alors, notamment, la discussion s'établit, et puis il y a Couve de Murville, alors j'ai résumé son intervention, mais en gros, son intervention, c'est de dire, bon, alors si j'ai bien compris, au Sahara, on ne pourra jamais faire d'essais thermonucléaires en aérien parce qu'on va contaminer toute la partie nord de l'Afrique, et on ne pourra pas les faire en sous-sol, en souterrain, parce que la géologie du Sahara ne s'y prête pas. Et Francis Perrin, directeur
du commissariat à l'énergie atomique répond oui, effectivement. Et dans quelques années, il sera indispensable de choisir un autre polygone situé soit dans les îles du Pacifique, soit au Kerguelen. Bon, les Kerguelen, ce n'était pas possible, mais quant aux îles du Pacifique, eh bien, ça avait déjà été prévu, puisque vous avez, en janvier 1957, le général chargé de faire une étude sur l'endroit où l'on pourrait faire les essais, le général Ayré, qui a commandé les essais au Sahara. Eh bien, le général Ayré avait dit il y a 2 endroits au monde où on peut le faire, c'est les Tuamotu et le Sahara. Les Tuamotu, on ne peut pas pour l'instant, il n'y a pas d'aéroport en Polynésie, et on n'a pas encore des avions qui ont un rayon d'action suffisant. Mais il le dit. Il le répète d'ailleurs quelques jours avant le retour au pouvoir du général de Gaulle, on perdra l'Algérie, dit-il. Et donc il faut repartir sur une étude déjà faite sur une implantation du centre d'essai dans les îles lointaines. Et donc de 1957 à 1962, on a un cheminement inexorable vers la Polynésie française pour aboutir au Conseil de défense qui entérine finalement le choix de Moruroa. Alors, cette théorie que j'ai lancée depuis très longtemps, donc de la Polynésie prévue comme centre d'essai dès 1957, a été beaucoup contestée, mais je regrette, aucun argument n'a pu m'être opposé à cela. Les archives que je vous ai citées sont suffisantes. Mais conséquence de ça, eh bien, donnons la parole à Jacques Foccart. Jacques Foccart dit « Dans les territoires du Pacifique, De Gaulle tenait à ce que toutes les dispositions fussent prises pour que nous restions très longtemps. Il était soucieux de tenir les étrangers à l'écart des installations nucléaires en Polynésie française et des gisements de nickel en Nouvelle-Calédonie. » Alors, j'insiste, je l'ai mis en rouge, que toutes les dispositions fussent prises. Alors, faites-moi confiance, si vous n'êtes pas d'ici, les Polynésiens et les Calédoniens savent très bien ce que ça veut dire. Que toutes les dispositions fussent prises. Vous pensez naturellement à Pouvana ici, vous pensez à Maurice Lenormand en Nouvelle-Calédonie, toutes les dispositions furent prises. Alors, comme aurait dit Alain Perfit, c'était De Gaulle. Ben oui, mais après, ça continue. Ça continue, et faisons un petit saut quand même dans l'histoire pour ne pas perdre trop de temps. François Mitterrand lui-même va beaucoup évoluer, par exemple sur la Nouvelle-Calédonie. D'abord, un premier texte. Vous connaissez sans doute cette fameuse expression de François Mitterrand, la force injuste de la loi. Il a utilisé cette expression à propos de la Nouvelle-Calédonie. Et par contre, quelques années plus tard, au moment de la réélection, de la campagne électorale pour sa réélection, dans sa lettre aux Français, il dit « Je ne crois pas que l'antériorité historique des Kanaks sur cette terre suffise à fonder le droit. » C'est-à-dire qu'il renonce, si vous voulez, à une partie de son programme, même si jamais, à aucun moment, contrairement à ce qu'on a pu raconter, il avait promis aux Kanaks l'indépendance. Vous avez aussi une évolution de François Mitterrand sur le nucléaire. Quelques-uns, malheureusement, se souviennent de la campagne présidentielle de 1965. Je dis s'en souviennent malheureusement parce que ça veut dire que les ans se sont accumulés. Mais il avait dit qu'il interdirait la force de frappe. En juin 1982, Charles Hernu envoie une lettre donc, à ses collègues ministres et au Premier ministre et au Président de la République, et il dit, voilà, je viens de rencontrer Gaston Floss, et c'est le seul en Polynésie qui peut soutenir notre effort. Donc, nous allons devoir augmenter notre participation dans ce qu'on appelle le forfait du CEP, c'est-à-dire au transfert dont la France va inonder la Polynésie. C'est la contrepartie que nous devons accepter pour le soutien que Gaston Floss apportera à notre centre d'essai et à son maintien. Donc, le maintien du CEP, donc c'est capital désormais dans l'esprit de François Mitterrand, et c'est encore confirmé lorsqu'il vient en Polynésie en 1985 pour visiter Moruroa, suite à l'affaire du Rainbow Warrior. C'est Michel Vauzel qui parle, mais c'est la voix du président. Alors, c'est extraordinaire quand on pense à ce qu'a été François Mitterrand. Cette phrase, je répète, c'est pas lui qui le dit, mais c'est tout comme.
la souveraineté de la France ne peut pas être remise en cause, personne ne peut se substituer à sa volonté lorsqu'il s'agit de ses intérêts dans le Pacifique, sauf à apparaître comme un adversaire. Alors, adversaire en question, c'est la Nouvelle-Zélande et c'est l'Australie, dans son esprit. Bon. Passons à son successeur. Jacques Chirac. Alors, dans l'entourage de Jacques Chirac, par exemple, Bernard Pons, à l'époque, il était encore dans l'opposition, mais quand il parle de la Nouvelle-Calédonie, il dit la Nouvelle-Calédonie, c'est 1000 porte-avions. Et quand il devient ministre de l'Outre-mer, devant les diplomates français, il dit « S'il y a dérapage en Nouvelle-Calédonie, ce sera pareil partout. Ce territoire est un verrou. » C'est-à-dire, on revient aux paroles de Georges Bidault des années de 1950 et la théorie des dominos. Mais, quand même, peu de temps après, les esprits ont évolué. Et il y a dans les archives du ministère des Affaires étrangères un dossier qui a été fait par vos prédécesseurs, M. Grard et Jean Birba. C'est Hervé Dejean de la Bâtie, qui est donc l'ambassadeur français pour le Pacifique, qui malheureusement n'a pas pu être présent alors qu'il l'aurait bien souhaité, et Jean-Christophe Victor, l'homme bien connu, le fils naturellement de Paul-Émile, et celui qui était connu surtout pour son émission Le Dessous des cartes et qui malheureusement nous a quittés. Eh bien, ils avaient fourni un rapport sur la présence française en Océanie. Et le rapport est vaste et intéressant, mais je retiens une phrase surtout. Il dit « Nous avons intérêt à évoluer vers un profil plus acceptable ». Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont écrit ce dossier quelques mois avant la chute du mur de Berlin. Alors leur dossier, alors je ne sais pas si vos dossiers là, au centre de prévision et de prospective restent aussi dans les tiroirs, mais en tout cas le dossier de Jean de la Bâtie et de Jean-Christophe sont restés secrets. Même Alain Chrisnard n'en avait jamais entendu parler. Eh bien, le dossier est resté secret, mais finalement, la France a cherché à aller vers un profil plus acceptable. Les essais se sont arrêtés en 1996, et l'accord de Nouméa change tout en 1998. Et on a même Jacques Chirac qui se permet, au Caire, en 2004, de dire « Si tel ou tel territoire ou département d'outre-mer, à l'issue d'un vote, décidait de quitter la France, naturellement, cela se ferait sans drame ni difficulté. » Ce qui fait que nous, les chercheurs, et notamment ici à l'université, eh bien, nous avions pratiquement conclu que la France cherchait à se désengager. Nous avions des doutes sur la pérennité de la France dans le Pacifique. Et c'est ainsi que j'avais fait un article dans la revue Éco-Géo, qui est une revue en ligne de Paris 1, et le titre était quand même évocateur « La France en Polynésie française, : quelle volonté de rester présente ?» Et on était persuadé qu'il y avait un doute sur cette volonté, malgré Nicolas Sarkozy. Je dis malgré Nicolas Sarkozy parce que je vais citer sa parole, mais peu de temps avant, il avait dit de toute façon, vous savez, la France, maintenant ce qui l'intéresse, c'est l'Europe, et vous, les territoires d'outre-mer, vous aurez de toute façon moins d'argent. Il avait dit carrément, avant l'élection présidentielle. Bon, là, en 2009, à La Réunion, il dit une seule ligne rouge dont je n'accepterai jamais qu'elle soit franchie, celle de l'indépendance. L'outre-mer est français et restera français. Mais il nous avait semblé que la crédibilité du président était relativement faible. Et puis arrive son successeur. Lequel successeur, quand il était premier secrétaire du Parti socialiste, avait signé une convention avec le parti indépendantiste ici pour décoloniser la Polynésie selon les critères de l'ONU. Et puis, moins d'un an après l'élection de François Hollande, a lieu un colloque au Sénat. Et là, ce fut, mes amis, un véritable choc. Nous avons entendu quelque chose qui, au départ, on s'est demandé si on ne rêvait pas. Les principaux responsables des différents ministères venant nous dire « La France, au travers de l'outre-mer, peut ainsi assurer sa place dans le monde dans un futur où de nouvelles sources de matières premières seront essentielles à son économie. » Donc, comme une espèce, si vous voulez, de retour à la définition qu'on donnait autrefois de la colonisation. Qu'est-ce que c'est que la colonisation ? Eh bien, c'est l'exploitation des richesses d'un territoire.
l'amiral Vichot, que vous avez connu, beaucoup d'entre vous ici, nous a aussi beaucoup étonnés en intervenant en disant que, contrairement au gouvernement précédent, donc au gouvernement de Sarkozy, le gouvernement Hollande avait compris l'importance du Pacifique dans l'économie actuelle de la France. Et on pourrait multiplier comme ça les déclarations qui étaient très très étonnantes de la part d'un président qu'on avait connu avec d'autres visions du Pacifique. Alors, comment s'est traduite cette nouvelle façon de présenter les choses? Eh bien, elles se sont traduites, je dirais, par le romantisme et la poésie. Alors, par exemple, quand François Hollande est venu ici en février 2016, il dit ceci: « Quand on me dit que je vais au bout du monde, je réponds « je vais au bout de la France ». C'est magnifique comme expression. Et que dit Emmanuel Macron à propos de la Nouvelle-Calédonie? La France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie. Donc, apparence de romantisme et de poésie, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Question. Quid de l'autodétermination? Quid de la Constitution, donc par conséquent, et de son article 53? C'est-à-dire que je ne peux pas dire par là que je souhaite l'autodétermination et l'indépendance, mais je veux dire tout simplement que, en tout cas, une bonne partie de la population peut se poser la question, mais alors, si la France veut être présente à ce point, qu'en est-il alors de l'autodétermination? Alors, tout à l'heure, nous avons évoqué les Océaniens dans tout ça. Alors, les Océaniens dans tout ça, je prie son Excellence Christian Lechervy de me pardonner de le mettre dans cette expression « l'histoire vue d'en haut ». Mais c'est quand même un peu l'impression que j'ai eue en le lisant. L'Indo-Pacifique apparaît comme un moyen de réengager la France dans le Pacifique. Il insiste bien, c'est pas moi qui ai mis « réengager » en le coupant du mot « engagé », c'est lui qui l'a fait. Donc, encore une fois, c'est comme ce que j'avais dit tout à l'heure, la France se réinstalle, elle se réengage dans le Pacifique. Alors, où en est? Alors ça, c'est l'histoire vue d'en haut, c'est-à-dire que la France a désormais des intérêts, des besoins. C'est-à-dire qu'on en revient un petit peu à la formulation de l'article 74 de la Constitution dans sa formulation initiale. La France respecte les intérêts des populations d'outre-mer dans l'ensemble des intérêts de la République. C'est-à-dire que, bon, si on prend l'exemple de la Polynésie, l'intérêt des Polynésiens, c'était certainement pas d'être le siège des essais nucléaires, mais l'intérêt de la France, c'était que ça y soit. Alors, si j'ai parlé de l'histoire vue d'en haut, je ne vais pas dire l'histoire vue d'en bas, mais je vais vous dire l'histoire vue des îles. Et le président Fritsch sera sûrement plus heureux de savoir que je l'ai classé dans l'histoire vue des îles plutôt que de l'histoire vue d'en bas. Il a prononcé une phrase très intéressante à l'ONU en 2016. « Notre histoire n'est pas celle de la France. Notre mode de vie océanien et tropical n'est pas celui de la France européenne, mais les autonomistes, conscients de l'étroitesse de leurs terres et du faible nombre de leur population, ont une approche et une vision réaliste de leur pays face à l'interdépendance des nations et à la mondialisation des échanges. » Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait qu'il faudrait absolument que les autorités françaises comprennent ce qu'a dit là le président Fritsch. C'est-à-dire que la Polynésie française, ce n'est pas la France, contrairement à ce que beaucoup de responsables politiques disent, mais aussi qu'ils comprennent que les liens entre la France et les populations d'Océanie, c'est un lien fragile. Je vous remercie de votre attention.